Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. C'était il y a tout juste un an en Nouvelle-Calédonie. Après 10 jours de violence et d'affrontements entre forces de l'ordre et émeutiers et déjà plusieurs morts, le président de la République Emmanuel Macron se pose à Nouméa et annonce la suspension de la réforme qui avait mis le feu aux poudres. Je me suis engagé à ce que cette réforme ne passe pas en force aujourd'hui dans le contexte actuel. La réforme électorale en question, adoptée par l'Assemblée nationale, visait à permettre aux résidents français installés dans cet archipel depuis au moins 10 ans de prendre part aux scrutins provinciaux. Mais pour les indépendantistes kanaks, c'est inadmissible. Ils estiment que le but est ici de réduire l'influence du peuple autochtone sur les affaires de ce territoire autonome devenu très stratégique pour la France. Un an après, la loi est enterrée et le nouveau ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a bien du mal à obtenir un accord entre les parties en présence. Dans ce territoire, au milieu du vaste océan Pacifique, dévasté économiquement par les émeutes, la population reste profondément divisée. Pour faire le point, sur le fil a invité Benoît Trépied, anthropologue et spécialiste de la Nouvelle-Calédonie au CNRS, et Thibaut Marchand, journaliste à l'AFP en charge des Outre-mer, tout juste rentré de Nouméa. Un podcast produit par Victoire Renard de Winter. Sur le fil. 48, 56, après 70. Seules les voix du bingo percent l'obscurité du quartier de Rivière-Salée, au nord de Nouméa, la capitale de l'archipel. Des dizaines d'habitantes déposent des petits galets de verre sur des cartons plastifiés. Avec 50 francs pacifiques pour un carton, l'équivalent de 40 centimes d'euros, l'association de quartier tente de remettre un peu de vie dans les rues. Jessica Loloela organise les soirées bingo depuis juillet 2024. Voilà, on va dire que c'est un bingo solidaire. C'est pour nous aider aussi, pour qu'on puisse vendre des choses aussi, de la nourriture, des boissons, et puis avec ce qu'on récolte pendant le bingo, on puisse faire des projets aussi pour le quartier, pour nos enfants qui sont ici. Faire revivre en fait le quartier. Autour d'elle, l'impact des émeutes est encore bien tangible. Pharmacie fermée, médiathèque incendiée, collège à l'arrêt. La carcasse brûlée du supermarché a été rasée et la station-service délaissée reprend vie en accueillant le bingo. Jeanne Etoroy est venue ce soir pour retrouver ses amis. Mais comme elle dit, le bingo, c'est aussi pour gagner un peu d'argent. Même si on travaille, on a besoin de se faire plaisir et puis de gagner un peu plus parce que la vie elle est chère maintenant, c'est pas évident. Le seul magasin qu'il y a ici à Rivière-Salée, il y a 2 magasins et tous les 2 sont chers. Selon des statistiques officielles, entre mars et décembre, 1 salarié sur 6 a perdu son emploi. L'économie est toujours très marquée par les émeutes. Faisons une petite pause historique pour mieux comprendre. La Nouvelle-Calédonie a été colonisée par la France de Napoléon III en 1853. Déjà à l'époque, la France y voit une manière de mettre un pied dans le Pacifique, comme les Néerlandais ou les Britanniques. Dans les années 1980, les révoltes pour l'indépendance ne manquent pas. Et en 1998, des négociations aboutissent aux accords de Nouméa. L'État français accorde au territoire un statut d'autonomie et prévoit d'organiser des référendums pour trancher sur l'indépendance. Le mot décolonisation est dans l'accord de Nouméa. Et l'accord de Nouméa, il est dans la Constitution française. Benoît Trépied, anthropologue spécialiste de la Nouvelle-Calédonie au CNRS. Donc très officiellement, depuis 1998, il y a un territoire de la République qui est en voie de décolonisation, c'est la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est important de rappeler que ce mot décolonisation n'est pas une vue de l'esprit, que c'est l'engagement de l'État, que le processus perdure et que, en parallèle de ça, sur la scène internationale, la Nouvelle-Calédonie fait partie de la liste officielle de l'ONU des pays à décoloniser. Depuis 1986 et le demeure encore aujourd'hui. Pour ce faire, il est décidé de geler le corps électoral. Autrement dit, de restreindre la possibilité de voter seulement aux personnes habitant sur l'archipel depuis au moins 10 ans, ainsi qu'à leurs descendants, au moment de la signature des accords en 1998. C'est ça la logique du gel du corps électoral, c'est bâtir le périmètre d'un futur peuple calédonien qui rassemble à la fois le peuple kanak autochtone et les descendants des colons, mais pas les gens arrivés récemment, qui sont donc exclus de ce droit politique à certaines élections uniquement, qui sont les élections provinciales qui déterminent le Congrès et le gouvernement, mais toutes les autres élections municipales, législatives, présidentielles, européennes sont ouvertes à tous les citoyens français.
Ce gel du corps électoral n'est pas sans conséquence un quart de siècle plus tard, car la population a évolué. Du coup, en 2023, environ 20% des citoyens calédoniens inscrits sur la liste électorale générale ne peuvent pas voter aux élections provinciales. Ils sont également interdits de participation au référendum, qui 3 fois de suite sont quand même remportés par les opposants à l'indépendance. En 2024, l'État français cherche à adapter le corps électoral à la nouvelle réalité démographique. Mais les indépendantistes, qui sont contre, accusent Paris de chercher à passer en force. On attend que ce texte-là il soit retiré, parce que ce texte-là, c'est l'élimination du peuple kanak. Déjà, quand on est minoritaire, s'ils font passer ce texte au congrès de Versailles, nous, on est foutus. Il y a une tension politique croissante qui est montée à fur et à mesure que le processus avançait coûte que coûte. Tant et si bien que le jour où la loi a été votée, le 13 mai 2024, le pays s'est couvert de points de mobilisation, de barrages, etc. Et dans la soirée, puis dans la nuit, cette situation a dégénéré en véritable émeute urbaine, ce qui s'est soldé par une situation insurrectionnelle tout à fait stupéfiante, avec à la clé 14 morts tués par balle, 11 Kanaks, un Caldoche et 2 gendarmes, dont un tué par un tir accidentel d'un collègue, 2 milliards d'euros de dégâts, des centaines et des centaines de maisons, d'entreprises incendiées, un recul du PIB de 10 à 15% et une situation absolument dramatique sur le plan économique, social, humain, politique. Géographiquement, presque tout s'est joué à Nouméa, la capitale, appelée pendant longtemps la ville blanche, où vivaient majoritairement les personnes non kanaks. À cette opposition politique et cette tension politique s'est greffée une situation sociale qui était explosive depuis longtemps à Nouméa, par le fait que c'est à Nouméa que se cristallisent les inégalités, les discriminations, le racisme, qu'au sein de la population kanak de Nouméa, il y a toute une partie de la jeunesse paupérisée qui vit dans des conditions extrêmement précaires, qui est parfois dans des trajectoires de déviance, et qu'à côté de ça, c'est à Nouméa qu'il y a aussi l'étalage des richesses dans les quartiers blancs et riches, et donc il suffisait d'une étincelle pour mettre le feu, que la cocotte minute sociale de Nouméa était prête à exploser. Ajoutons à cela une pincée d'ingérence étrangère. Selon le service de vigilance et de protection contre ces ingérences, Viginum, des contenus sont massivement diffusés sur les réseaux, accusant la police française d'être meurtrière. Une phrase qui s'accompagne du hashtag en anglais « End French Colonialism ». L'Azerbaïdjan est montré du doigt. L'état d'urgence est déclaré pendant 13 jours. TikTok est suspendu. Un couvre-feu est mis en place le 14 par les autorités et levé 6 mois plus tard. Depuis, environ 10 000 personnes ont quitté l'archipel de 270 000 habitants. Tous les échos que j'en ai sont ambivalents, parce que d'un certain côté, on dit que la confiance est rompue, qu'on se fréquente plus des gens qui auparavant se fréquentaient, mais d'un autre côté, il y a plein de manifestations qui fait que malgré tout, il y a une volonté des gens de continuer à vivre ensemble. Je pense que la situation, elle est très très contrastée. Vous voyez, par exemple, en Brousse, ça n'a pas bougé. Dans les quartiers populaires de Nouméa, certains d'entre eux ont été profondément secoués par les violences. Et des fossés se sont creusés au sein de ces quartiers, mais d'autres quartiers populaires ont été relativement épargnés et les gens ont continué à vivre ensemble, parce qu'il y avait depuis toutes ces années la constitution à certains égards d'un mode de vie commun océanien, en fait, de mêmes pratiques, de vie au grand air, de respect des aînés, de références chrétiennes, de partage, etc. Aujourd'hui, la situation politique reste toujours bloquée. Thibaut Marchand, journaliste en charge des Outre-mer, revient tout juste de Nouméa. De ce que j'ai retenu des nombreuses interviews et entretiens que j'ai fait avec les Calédoniens, c'est que en fin d'année dernière, beaucoup de gens ont cru que la situation allait s'améliorer, et le fait que politiquement on reste bloqué. Moi, ce que j'ai ressenti 1 an après les émeutes, c'est une forme d'abattement. Comme Catherine Shane, une femme au foyer, interrogée le 8 mai 2025. On a toujours un petit pincement à chaque pas que peut faire un politique ou l'autre. Donc on essaye de vivre avec et de faire au mieux au quotidien. Donc si nous nous comportons bien, et je ne vois pas pourquoi les politiques ne pourraient pas faire pareil et se décider enfin. Manuel Valls a présenté un projet d'accord politique visant à accorder à la Nouvelle-Calédonie une forme de souveraineté partagée sans rompre le lien avec la France, mais sans succès. Je veux vous dire que 2 projets ont été examinés en profondeur lors du conclave qui s'est tenu du 5 au 7 mai 2025 à Deva. Toutefois, aucun projet n'a pu recueillir
de consensus. Les loyalistes refusent le principe même d'une indépendance, alors que le territoire a déjà une autonomie très large. C'est pas un département, c'est pas une collectivité comme les autres. La Nouvelle-Calédonie, elle a son propre gouvernement, elle a son propre congrès, elle a sa monnaie aussi. Elle a compétence dans de nombreux domaines, dans l'éducation, dans les impôts aussi. Elle possède son propre corps électoral pour les élections locales. Mais dans les faits, la France, elle reste omniprésente. C'est encore elle qui assure la sécurité, qui assure les fonctions régaliennes, la police, qui verse la plupart des aides sociales. La Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, s'en sortirait difficilement sans les transferts financiers de la France. Paris aimerait manifestement garder dans son giron ce territoire qui lui confère le statut de puissance dans le Pacifique. Sur France Inter, tout récemment, Manuel Valls assurait que la France était indispensable à l'archipel cerné par les prédateurs. On est dans le Pacifique, il y a des prédateurs, il y a d'autres formes de colonialisme qui s'instaurent, notamment à travers la Chine dans cette région. Il y a quand même un déplacement géopolitique des États-Unis, qu'on voit beaucoup avec Donald Trump, qui se déplace de l'Europe pour aller vers le Pacifique. Et si la France veut quelque part jouer un rôle dans cette espèce de reconfiguration géopolitique, elle a besoin de la Nouvelle-Calédonie pour montrer qu'elle est présente. L'État français trouve aussi son compte grâce aux ressources minières stratégiques, notamment en nickel. Quelques mois après des émeutes, la jeunesse multiculturelle s'ambiance sur une musique d'indépendance kanak. Benoît Trépied estime que les jeunes générations finiront par imposer l'indépendance. En fait, il y a toute cette jeunesse multiculturelle de toutes les couleurs, blancs, wallisiens, kanak, etc. Ça souligne cette adhésion affective croissante de la jeunesse calédonienne, toute ethnie confondue, à l'idée qu'ils font partie d'un pays distinct, d'un pays en devenir qui n'est pas la France, qui peut avoir des liens avec la France, des liens historiques, des liens juridiques, des liens, mais que c'est un pays singulier. Il y a une singularité de cette identité. C'est une espèce de nation arc-en-ciel du Pacifique, en quelque sorte, qu'ils essayent de construire. Selon Thibaut Marchand, il faudra sans doute attendre la tenue d'élections provinciales prévues au plus tard le 30 novembre, après avoir été repoussées de plus d'1 an, pour y voir un peu plus clair. Je pense que c'est après ces élections qu'on va voir s'il y a une reconfiguration politique, si les non-indépendantistes sont toujours aussi puissants électoralement. Sur le fil revient lundi. Je suis Victoire Renard de Winter. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et si vous aimez notre podcast, abonnez-vous.